Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des pires propositions fiscales de la présidentielle. Enfin, les pires selon moi. Bon, l'idée c'est quand même pas que vous fassiez votre petit shopping avec les programmes en vous disant « Oh, avec ce candidat-là, ça me coûtera moins cher, donc je vote pour lui. » C'est pas du tout l'idée. Après, si vous voulez le faire, allez-y. Parce qu'à une présidentielle, souvenez-vous, on vote pour un projet de société. Il n'y a pas que la fiscalité, même si c'est vrai que ça joue. Et quand un candidat dit trop de bêtises dans la matière, parfois mieux vaut le mettre de côté. Bon allez, sans plus attendre, on va parler des meilleures casseroles fiscales de cette campagne présidentielle. Mais avant ça, on s'abonne, on like, on partage, on active la cloche pour avoir les notifications. Et ensuite, on envoie le générique. Alors au début, je voulais faire un classement, de la moins pire à la plus pire. Mais en réalité, c'est très compliqué à faire et puis, pour le coup, un tel classement n'aurait pas du tout été objectif parce qu'il aurait reflété, malgré tout, mes petites affinités vis-à-vis de certains candidats, encore que... Mais bon, le mieux, c'est qu'on procède dans les commentaires et que vous me disiez, selon vous, quelles sont les pires propositions dont je viens de parler. Allez, on commence sans plus attendre par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu la tête qu'ils ont fait quand on est venu avec l'histoire de l'héritage. Au-delà de 12 millions... pour faire peur. On prend tout. Ah, mon Dieu. Ils nous prennent tout. Alors on a rectifié. Au-delà de 12 millions, c'est-à-dire, une fois que vous aurez été plongé dans le néant de la pauvreté, avec 12 millions, je ne sais pas combien de siècles de SMIC ça représente, hein, eh bien le reste, le 13 millions, le 14 millions et le reste, on donne tout. À la jeune génération. Alors, au-delà de 12 millions d'euros, on prend tout, ou au-delà de 12 millions d'euros, on donne tout. En vrai, ça revient au même. Concrètement, vous ne pourrez plus donner plus de 12 millions d'euros à vos enfants. Mais en même temps, qui a 12 millions d'euros là parmi ceux qui regardent mes vidéos? Vous avez le temps de regarder mes vidéos, vous n'avez pas 12 millions d'euros. Ce type de proposition-là, le problème, c'est que ça freine complètement notre imaginaire. On aime tous s'imaginer, dans quelques années, riche, propriétaire d'une île au soleil, voilà. Aller à Londres le matin, New York l'après-midi, revenir à Paris le soir. Voilà, on voyage en jet. Et on aime tous imaginer ça. Sauf que là, quand on vous dit que, hey, quoi qu'il arrive, tu ne transmettras pas plus de 12 millions d'euros, ça joue. Bon, sinon revenons à la fiscalité. Il y a un truc qui dit pas Jean-Luc Mélenchon, c'est que s'il prend tout au-dessus de 12 millions d'euros, alors j'ose espérer qu'il ne prend rien en dessous. Donc que les 3/4 des successions, si ce n'est quasiment 100% des successions, seraient exonérées avec Jean-Luc Mélenchon. Mais dans le fond, j'ai l'impression que c'est plutôt une proposition marketing. Vous voyez, quelque chose qui est fait pour marquer les esprits, mais qui, une fois au pouvoir, en fait, ne mettra jamais en place. Pourquoi? Parce que quand on parle, par exemple, d'une entreprise, il y a beaucoup d'entreprises dont la valeur est supérieure à 12 millions d'euros. Alors imaginez 2 secondes, si on dit à tous ces entrepreneurs, parfois des PME, des TPE, ou parfois des entreprises un peu plus grandes, si on leur dit que vous ne pourrez pas transmettre plus de 12 millions d'euros de valeur à vos enfants, à quoi bon travailler, à quoi bon produire? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a imaginé les conséquences potentiellement économiques de sa mesure? Ou alors, il le fera, mais il conservera les exonérations qui existent actuellement, c'est-à-dire notamment le pacte Dutreil, qui permet d'exonérer à hauteur de 75% la valeur des entreprises qui sont transmises. Donc voilà la question, est-ce que, quand bien même il mettrait ça en œuvre, il ne garderait pas plein de petites exonérations, plein de petites mesures pour faire obstacle à une application effective? Enfin bon, aujourd'hui, j'en sais rien. Mais je pense que ça ne se fera jamais. Allez, proposition suivante. Je suis en train de travailler sur la réforme des droits de succession. Parce que comme vous, je pense qu'on doit pouvoir transmettre une maison de famille, on doit pouvoir transmettre une entreprise familiale. Donc je suis en train de travailler, je vais faire des propositions dans les jours qui viennent pour que, effectivement, tous les patrimoines de 90-95% des Français puissent être exonérés. Je suis en train de regarder comment faire. Ah bah, merci. Merci de vous en occuper. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est taxé, on en a marre. Bon, concrètement, c'est la grande révolution. 90 à 95% des Français exonérés de droits de succession. C'est un truc de fou. Alors, il y en a qui vont se dire, mais non, elle le fera jamais. Oh. S'il y a un truc dont on peut être sûr, c'est que c'est pas bien compliqué. Et pourquoi cette proposition n'est pas si difficile que ça à mettre en œuvre? Bah parce que c'est quasiment chose faite. Déjà, plus de 80% des Français ne payent pas de droits de succession. Alors, il suffit de créer une ou deux, trois petites exonérations en plus, et bah y arriver à ces 90-95%. En réalité, oui, il existe des dispositifs qui vont permettre de réduire les droits de succession des grandes et des petites successions.
c'est pas que les très grosses successions qui en bénéficient. Par exemple, si une mère célibataire décède et laisse derrière elle 2 enfants, avec un patrimoine de 300 000 € qui comprend juste une habitation principale. Bah vous allez me dire, chaque enfant hérite de 150 000 €, et les 150 000 € du coup ils seront taxés. Oui, mais avant de taxer les 150 000 €, en fait, on va retirer un abattement. Et un abattement de 100 000 €. Donc chaque enfant reçoit 50 000 et sur les 50 000, ils vont payer des droits de succession au barème progressif, donc ils n'auront pas grand chose à payer pour hériter. Donc bon, il suffit d'augmenter un petit peu l'abattement pour les exonérer totalement de droits de succession. C'est pour ça que c'est pas la grande révolution en réalité ce que propose Valérie Pécresse. C'est pas compliqué. Du coup, Valérie Pécresse qui veut travailler à exonérer davantage des personnes qui sont déjà grandement exonérées, elle a peu de chances d'échouer. Allez, proposition suivante. Lorsque je propose dans cet esprit de justice fiscale de prendre 1% à partir de 10 millions d'euros de patrimoine et jusqu'à 3% à partir de 1 milliard d'euros de patrimoine, on constate une chose, ça rapporte 20 milliards d'euros. C'est-à-dire que sur peu de personnes, avec un taux dérisoire de 1 à 3%, l'État peut collecter. Vous rétablissez un ISF, c'est significative. Alors voilà une proposition qui m'interroge parce que là encore une fois, on a l'impression que on a un candidat qui propose une révolution. Quand Christiane Taubira nous dit qu'elle va prendre 1% au-delà de 10 millions d'euros et 3% au-delà du milliard, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait grand chose de nouveau sous le soleil. C'est du déjà vu. Je m'explique. Prenez l'impôt sur la fortune immobilière. Aujourd'hui, au-delà de 10 millions d'euros, le taux d'imposition il est de 1,5%. Ça veut dire que vous ayez 10 millions d'euros, 11 millions d'euros ou 1 milliard d'euros, au-delà de 10 millions d'euros, c'est 1,5%. Mais vous me direz, c'est l'IFI, c'est que l'immobilier, alors que elle parle du patrimoine dans son ensemble. D'accord. Prenons l'ancienne ISF et regardez le barème. Eh bien avec l'ISF, au-delà de 10 millions d'euros, c'était aussi 1,5%. Soit déjà bien plus que ce qu'elle propose elle-même. Puisque elle propose 1% entre 10 millions et 1 milliard. L'ISF, c'était 1,5% au-dessus de 10 millions. Par contre, l'ISF, ça rapportait 4 milliards d'euros par an. Christiane Taubira nous dit que sa taxe va rapporter 20 milliards d'euros. Je crois que les chiffres sont pas bons. Elle ne fait que passer un taux qui est actuellement à 1,5% à 3%. Alors, je comprends pas comment, en doublant le taux, le produit de l'impôt peut-il faire x5 ? Ou alors, elle a l'intention de reprendre en réalité l'ISF tel qu'il était avant, mais d'élargir son assiette en y intégrant des biens qui n'étaient initialement pas imposés à l'ISF. Christiane Taubira voudrait-elle s'attaquer aux œuvres d'art ? Autrement, je vois pas comment on arrive à ce chiffre-là, c'est pas possible. Bref, candidat suivant. On va écouter Éric Zemmour. Bonsoir, je m'appelle Andy, j'ai 20 ans. Aujourd'hui, de nombreux jeunes ont du mal à boucler les fins de mois. De nombreux jeunes ont du mal à se loger. De nombreux jeunes finissent à l'aide alimentaire. Si vous êtes élu président de la République, que comptez-vous faire concrètement et économiquement afin d'aider les jeunes les plus précaires ? Je propose 2 choses. La première, c'est d'exonérer, vous savez, de ce qu'on appelle les frais de notaire, qui en vérité ne sont pas touchés, ne sont pas touchés par les notaires, mais ce sont des impôts. Pour les jeunes qui achètent un appartement jusqu'à 250 000 €, je propose d'exonérer les frais de notaire. À quel âge, les jeunes ? C'est quoi un jeune ? C'est 25 ans. Mais en tout cas, un primo-accédant. Alors là, il n'y a rien qui va. On lui parle de jeunes en précarité, donc dans une situation plutôt instable et qui n'ont pas d'argent, et lui, il propose une exonération de frais de notaire en cas d'acquisition. Ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas d'argent, donc forcément, ils vont pas faire des acquisitions immobilières. C'est comme si Macron allait voir un SDF dans la rue pour lui dire « Hey, j'ai supprimé l'ISF. C'est pour toi plus tard, hein? C'est pour toi, ça peut te servir. » Et le journaliste, au lieu de réagir à l'absurdité qui vient d'être dite, nous dit les jeunes à partir de quel âge ? Bon, là, vraiment, Éric Zemmour, là-dessus, non. Faudra qu'il revoie sa copie. Enfin bref, je m'arrête là parce que la vidéo pourrait être bien plus longue si je prenais les propositions de tous les candidats. D'ailleurs, peut-être que je ferai une partie 2 avec les propositions d'autres candidats importants ou moins importants pour qu'on puisse regarder de plus près s'il y a des choses intéressantes ou pas. Dites-moi, selon vous, quelle est la pire proposition de celle que j'ai présentée à l'instant. Et surtout, abonnez-vous, likez la vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout, et on se dit à bientôt pour une prochaine. Ciao!